Coucou toi et bienvenue dans le Canap, le podcast des personnes aussi inspirantes que fabuleuses. Aujourd'hui, je reviens avec un nouvel épisode et donc une nouvelle personne fabuleuse. J'ai prénommé Dorian. Avec Dorian, on a parlé de plein de choses hyper intéressantes, de son rapport au corps, à son rapport à ses parents ou encore à l'échec. C'était hyper enrichissant de discuter avec lui et c'était vraiment un vrai plaisir. Je t'invite à suivre le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur Instagram et sur YouTube. Très bonne écoute. Quel est le plus vieux souvenir que tu as de toi-même ? Alors, en fait c'est dur à dire parce que on a les souvenirs qu'on sait qu'ils ont existé, mais on a aussi les souvenirs où on se dit, bah celui-là, moi je me suis posé plusieurs fois la question, et genre je me suis dit, celui-là ça va être mon premier souvenir, mais sans savoir vraiment, il y a peut-être des souvenirs qui sont avant ou après. Du coup, quand je me posais cette question-là, je me suis dit, tiens, ça c'est le premier souvenir que j'ai eu. Et du coup, il n'a pas vraiment de signification. En fait, disons que c'est un bon résumé de ma tendre enfance, entre guillemets. En gros, je me vois avec ma cousine, qui a le même âge que moi, qu'on a été élevés à peu près ensemble, c'est un peu c'était comme ma première sœur en gros. Et on est là, on fait du tricycle, je me demande pas pourquoi. Et il y a notre grand-mère qui nous accompagne, on avait avoir quoi, 3-4 ans, je pense, de toute façon, comme à peu près tout le monde. Et ouais, on fait du tricycle et il faisait beau, c'était une petite route de campagne vers chez moi. Au bord de Saône, et voilà, et c'est un moment heureux, et pour moi c'est le meilleur résumé possible de mon enfance avant le collège, où nos parents travaillaient, du coup c'est nos grands-parents qui nous gardaient avec ma cousine, mon grand cousin et tout, on s'amusait, c'était vraiment, vraiment super, et voilà. C'était récurrent ? Genre c'était de manière régulière qu'il y avait ce type d'après-midi ? Ouais, quand on était très très jeune, on se promenait beaucoup avec nos grands-parents. Mes grands-parents avaient une chienne qui s'appelait Nina et qu'on aimait tous et tout. Et on se promenait de temps en temps. Voilà, tous les dimanches, on savait qu'il y avait repas de famille chez nos grands-parents, etc. Donc c'était vraiment bien. Ma cousine, je la voyais tous les jours. Elle était avec moi de la maternelle jusqu'au lycée. Donc voilà, et oui, c'était tout le temps, parce que mes parents travaillaient, ils nous emmenaient le matin à 6h30, 7h, donc ça piquait un peu le matin voilà, quand on n'a pas envie d'aller à l'école, voilà. Et jusqu'à 19h, j'étais chez mes grands-parents, si j'étais pas à l'école évidemment. Ça se passait comment en général c'était quoi le climat familial de l'époque ? Alors de l'époque, parce que maintenant ça a bien changé, mais de l'époque c'était, moi je voyais la famille inséparable, genre vraiment je me disais tout le monde s'entend bien, il n'y a pas de soucis. Moi j'adore mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, mes cousins, ma mère, mon père, voilà, ma soeur qui arrivait après et tout, et on se voyait tous les dimanches. Bon évidemment la famille n'est jamais 100% d'accord et tout, mais tu vois, ça se passait vraiment bien, genre aucun souci et tout, et c'était vraiment bien. Qu'est-ce qui a fait que ça a changé ? Ça a changé, le gros événement qui a vraiment changé, c'est plus tard dans l'enfance, c'était quand j'étais en 4ème, c'est mes parents qui ont divorcé. Et de base, c'était un divorce à l'amiable et c'est mal parti. Je vais pas faire le titre un peu clickbait en disant ça tourne mal, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Ma mère a pas supporté et mon père est parti quelques semaines après chez une nouvelle copine. Moi, je l'ai très mal pris. Et ma famille aussi, parce que mes grands-parents du coup sont tournés, ils ont un peu tourné le dos à ma mère. Du coup c'était les grands-parents maternels, ouais, qui ont tourné le dos à ma mère. Il y a eu des engueulades, moi même je me sentais pas bien à ce moment-là. Et c'est là, ça a complètement déchiré tout ce que je pensais qui était acquis, voilà, je me suis dit jamais j'aurais pensé que mes parents auraient pu divorcer d'une telle manière. Et ça m'a vraiment marqué. Encore aujourd'hui, je me dis, ça me fait mal et tout d'y penser, parce qu'il y a des choses que j'ai préféré oublier, il y a des choses que j'ai préféré mettre de côté, voilà. Disons que mon enfance est divisée en deux parties, il y a avant et après cet événement. Et c'était pas un beau moment, pas du tout. Ouais. Si, non, on va essayer de faire genre une espèce de contexte de toi petit, genre à 5-6 ans. Donc est-ce que tu avais des frères et sœurs ? J'ai eu ma petite sœur quand j'avais 5 ans et demi. Ouais, ok. Donc elle a 5 ans et demi, donc moi, logique, mathématiques. Et moi j'ai toujours super bien entendu avec ma sœur, pas de soucis, on chamaille comme
tous les frères, tous les sœurs, toutes les sœurs et tout. Et non, mais nickel. Et j'étais super content d'avoir une sœur après. Et c'est là où on se rend compte qu'on a de la chance de quand même avoir quelqu'un sur qui compter dans les moments qui sont difficiles aussi et tout. Cool. Et 5 ans, toi, tu te décrirais comment à 5 ans? Moi, en 5 ans, je suis le genre de gars qui fait des conneries H24, genre qui aime faire marrer les gens. Genre vraiment, je me voyais pas un jour sans faire rire ma cousine, ma mère, je faisais le pitre. Genre, mais ouais, 5 ans, j'étais heureux de vivre, j'avais pas de soucis, j'avais beaucoup de copains. Tu sais, quand on vient de petits villages et tout, on se connaît tous très rapidement, on fait notre scolarité de petite section maternelle jusqu'au collège, où c'est au collège où on commence à se disperser un peu, mais pendant 7 ans, tu es avec les mêmes personnes, donc tout allait bien et c'était... Ouais, j'étais content, je faisais le pitre et voilà, et ça me faisait marrer, mais j'étais quand même quelqu'un enfin, je faisais le pitre, mais ça allait pas trop loin non plus. Genre, ouais, c'est raisonnable. C'était très raisonnable. Bah, disons que j'étais pas celui qui était relou, genre qui allait jusqu'au point où c'est devenu chiant. Normalement, je savais m'arrêter. Ouais. Normalement, j'espère. On m'a jamais dit le contraire en tout cas. On m'a jamais dit de baffe pour rien. On m'a jamais dit, voilà, faudrait qu'arrêter maintenant quand même. Enfin, on a dû me le dire, mais genre très gentiment. Et voilà, quoi. Ça s'est passé comment ton entrée à l'école? En petite section ? Ouais. Alors, là où je m'en souviens, bien. Il me semble que ma mère m'a dit plusieurs fois que j'ai eu beaucoup de mal quand même à lâcher, mais classique. Voilà. Mais non, mais petite section, moyenne section, j'ai quelques souvenirs et tout, et c'était des souvenirs qui sont très bons parce que nos professeurs, nos parents les connaissaient. Voilà, pareil, toujours pareil, petit village, tout le monde se connaît. Donc, et ça s'est passé bien. Moi j'ai des souvenirs de la cour plus que des cours et tout, parce que voilà, je m'en souviens des petits vélos, on se battait pour les avoir et tout. Je m'en souviens d'une petite cabane où des fois, genre quand on voulait dire un truc secret, on se rejoignait dans la cabane, il y avait un toboggan et tout le monde se battait il y avait un camp, on faisait des combats, des machins. C'est débile, hein, mais pour les enfants de 3 à 5 ans, c'était le paradis, c'était vraiment bien. J'ai pas de mauvais souvenirs de ces périodes-là, genre vraiment. Parce que pour faire pareil le contexte, tu vivais où exactement, par rapport dans la France, alors moi j'habite dans l'Ain, dans le département de l'Ain, pas très loin de Mâcon, qui est en Saône-et-Loire. Genre il y a la Loire, il y a la Saône, pardon, et il faut traverser la Saône et t'es dans le département de l'Ain. Okay. Et moi j'habite dans un petit village de 1000 habitants. Et il y avait, du coup, comme c'était plusieurs petites écoles qui se regroupaient, on avait 3 écoles, une pour la maternelle, une pour la primaire et une pour la primaire haute CM1, CM2. Voilà. D'accord, ok. Donc c'était vraiment petit village, et Mâcon, qui n'est pas une grande ville non plus, hein, donc c'est vraiment... Mais on est bien là-bas, il n'y a pas vraiment de soucis. On est bien, on connaît tout le monde à peu près, donc c'est cool. En étant enfant, t'as toujours vécu là ? Je déménageais une fois pour passer au village d'à côté, donc vraiment oui. Oui, je suis campagnard 100%. La première fois que je suis allé en ville, c'était à Nevers, quand j'ai après mon bac. Ouais. C'était vraiment la première fois que j'habitais en ville, encore Nevers, la ville. Petite ville, pas très dynamique, mais ouais, 100% campagne, 100% même, je connais les routes par cœur, je connais tout par cœur, voilà, le nom des rues, limite. Voilà. Ça t'a jamais manqué autre chose ? De chez moi ? Non, quand t'étais chez toi, est-ce que ça te manquait, je sais pas, les grands espaces, les villes ? Non, parce que en soi, on se déplaçait quand même pas mal, genre tous les jours on bougeait un petit peu et tout, et non, ça m'a jamais manqué. Quand je suis arrivé à Nevers, mon chez moi me manquait quand même. Ouais. Après, je suis quelqu'un qui s'adapte assez vite en général quand j'arrive quelque part, donc c'est pas trop quelque chose qui me dérange. Voilà. Okay. Tout simplement. Non, ça m'a jamais manqué. En général, je m'adapte bien. Il faut vraiment que je me sente très mal pour me dire oui, là ça me manque. Ouais. Et c'est jamais vraiment arrivé. Okay. Et c'est quoi ton souvenir de l'école jusqu'à la fin de la primaire en général ? De l'école jusqu'à la fin de la primaire. Si tu devais te décrire à cette époque-là. Si je devais me décrire. Quelqu'un qui a beaucoup trop l'esprit de compétition, je crois, parce que à cette époque-là, moi j'ai toujours aimé l'école. Enfin, toujours aimé.
ça dépendait des fois, mais je me suis jamais dit vraiment j'ai pas envie de faire ça. Je me suis dit moi je suis quelqu'un j'aime bien étudier des trucs et tout. Et en primaire, mon objectif c'était d'avoir les meilleures notes possibles, mais genre vraiment. Et j'avais mon meilleur ami qui était très bon aussi et qui avait aussi d'excellentes notes. Il y avait plein d'autres gens qui avaient de très bonnes notes et tout. Et moi, je voulais absolument avoir les meilleures notes possibles. Et on avait un système où on gagnait des images si on avait la meilleure note. Non mais voilà, des trucs bateaux. Mais moi, j'avais une boîte où je collectionnais toutes les images possibles. Et genre, je me suis dit, à la fin de l'année, je fais bon, bah, on compte le nombre d'images, on voit qui c'est qui a gagné. Mais c'était pas une compétition, tu sais. Voilà, c'est... Et j'ai toujours été là et j'avais beaucoup trop cet esprit de compétition. Je venais de commencer des sports, donc natation, football et tout. Et je m'étais impliqué à fond dedans. Et voilà. Mais sinon, à part ça, bah, comme la maternelle. En fait, vraiment jusqu'au collège, ça s'est passé super bien, genre tout lisse. Enfin, tout lisse. Il y a eu des péripéties, un petit peu. Il y a eu des fois où, quand je suis rentré en CP, genre 1 ou 2 mois après, je me tape l'affiche devant tout le monde parce qu'on aimait bien, quand t'es petit, t'aimes bien faire la course avec quelqu'un d'autre, donc pareil, esprit de compétition, voilà. Et il se peut qu'à un moment donné, je me suis pris les pieds dans un élastique jaune fluo que tu ne vois pas du tout. Je me suis pris les pieds là-dedans en faisant la course, et qu'il y avait un portail avec un truc crochu au-dessus, et que je me le prenne là, et que j'ai ma cicatrice là, et que je me relève, je fais qu'est-ce qu'il y a, et que je pisse le sang littéralement. Bon, tu rentres au CP, tu fais ok, bon c'est moi, heureux de vous rencontrer. Voilà, donc après urgence et tout, enfin voilà. Mais sinon à part ça, c'est pareil, à des moments là aussi, CP, C1, CE2, tu rencontres de nouvelles personnes. Et en fait, on était tellement tous amis à peu près, et ils s'intégraient super facilement. Nous on les intégrait super facilement et encore aujourd'hui il y en a avec qui quand je recroise dans la rue, bon c'est rare parce que du coup je suis pas très souvent chez moi, mais quand je les recroise je les reconnais et puis ça se peut qu'on se dise bonjour et tout, alors que ça fait maintenant 13-14 ans qu'on se connaît quoi. Ouais, d'accord. Tu le sortirais d'où ton avis, ton esprit de compétition? Peut-être plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est que tu vois avec le pull que je porte aujourd'hui, je suis un énorme fan de sport automobile. Genre, j'adore ça, c'est ma passion depuis que je suis tout petit. Et du coup, sport automobile, compétition. Genre, vraiment, c'est le truc c'est ma passion. C'est vraiment le truc qui me fait vibrer et tout. Et je pense que ça sort de là parce que ça coïncide un peu avec là où j'ai découvert le sport automobile, le sport en général, le foot, comme je t'ai dit et tout. Et je pense que ça vient de là. Et après, je sais pas. Je pense que vu que j'ai toujours eu cet esprit de comparaison. Que ce soit avec ma cousine, mes meilleurs amis, ma cousine, vu qu'elle a le même âge que moi, je me suis dit oui, voilà, il faut que je fasse mieux, et tout. Et j'ai toujours esprit de comparaison et je me suis dit, il faut que je fasse mieux que les autres. Mais ça vient pas de mes parents ou quoi que ce soit, ça vient de moi. Je pense, je sais pas, comme ça. Tu l'as découvert comment, le sport automobile? Mon père et mon grand-père étaient mécaniciens. Donc c'était mécanicien agricole, donc c'était pas vraiment dans le sport, dans l'automobile de compétition, mais ils étaient mécaniciens et du coup j'ai toujours vu des garages. Quand j'allais voir mon grand-père, donc paternel, c'était dans son garage et tout, et moi j'aimais bien. Et c'est par pur hasard. C'est un jour j'allumais la télé, je tombe sur un Grand Prix donc de Formule 1, je regarde et je fais c'est ça j'aime ça, j'aime ça. Le dimanche d'après, pareil, j'allume la télé, je regarde, puis au fur et à mesure, tu vois, la passion ça s'explique pas vraiment, ça te prend ou ça te prend pas. Genre y a des trucs que j'adore mais c'est pas ma passion. Je me dis ça me fait pas vibrer, je pourrais pas vivre pour ça. Moi si je fais par exemple des études de journalisme maintenant, c'est pour être dans journaliste dans le sport automobile, parce que je me vois faire que ça comme métier quasiment. Je me vois pas faire autre chose et c'est venu en moi. C'est pas moi qui est venu vers elle, c'est vraiment venu en moi. Puis après, tu sais, tu t'intéresses à d'autres trucs, voilà, et ça revient et tout le temps. Et voilà. Et en à peine quelques mois, j'étais à fond dedans. Mon père, il connaissait des gens qui pouvaient me passer des posters, donc chez moi, j'avais plein de posters de voitures, de machins. C'était voilà. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et encore aujourd'hui, c'est toujours ma passion et j'adore ça. Trop cool. C'était quoi ta relation avec ton père à cette époque? Plutôt bonne, même très bonne, mais encore aujourd'hui elle est bonne. Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais j'ai eu avec ma mère, c'était comme ma mère, le même type de relation quoi. Je les adorais tous les deux, je les voyais pas
un jour se séparer ou quoi que ce soit. Et voilà quoi. Mon père était peut-être un peu plus distant parce qu'il avait des horaires de travail des fois qui étaient un peu plus compliqués. Lui, il travaillait un peu plus loin que ma mère et voilà. Mais c'est et puis forcément vu que j'allais souvent chez mes grands-parents maternels plus que paternels, ben du coup j'étais peut-être plus avec l'esprit familial de ma mère Ouais. que de mon père. Mais non, mais quand j'étais petit. Euh, Avec mon père, il m'emmenait donc du coup jouer au foot, il m'emmenait à des trucs et c'était nickel, c'était vraiment ça se passait super bien quoi. Ok. Voilà. Ton arrivée au collège, c'est passé comment? Bien, mais disons que j'ai chopé un gros flip le premier jour parce que tu passes d'une primaire où tu connais tout le monde, Mhm. tu connais le prof qui est toujours le même, Ouais. tu vois. Même j'ai eu un prof pendant 2 ans d'affilée limite, tu vois. Euh, Tu connais tout le monde. Là, tu connais des gens, enfin, ça reste quand même des petits villages, mais c'est des villages qui sont déjà un peu plus éloignés. Ouais. Donc tu reconnais des têtes, mais tu te dis, bon, il y en a beaucoup plus, quoi. Tu passes d'une classe de 20 à 100 personnes. Ouais. Voilà. Premier jour, on nous dit, donc il y avait que nous, les sixièmes, je m'en souviens, et pour faciliter la rentrée, Ouais. on rentre, et t'as des casiers, du coup, au collège et Mhm. tout, et là, t'as la surveillante qui s'appelait Leïla, mais genre comme en prison. Il nous dit bon maintenant vous vous calmez, c'est fini les conneries, je vais vous dire votre nom, votre numéro de casier, vous la fermez. Genre je te jure que c'était Waouh. comme ça. La gueulante tout de suite. Ah bah ça te fout un froid, t'es là tu fais ok là c'est bon, on est passé dans le sérieux, on n'est plus en primaire quoi. Et mais à part ça genre j'étais content parce que j'avais dans ma classe de 6ème j'avais beaucoup de gens qui étaient en primaire avec moi. Il y avait mon meilleur ami, ma cousine. Non, ah non il y avait peut-être pas ma cousine, non pas encore, il y avait pas ma cousine. J'ai rien dit. Mais il y avait mes meilleurs amis de ma primaire. Et on était beaucoup, je connaissais beaucoup de gens aussi qui faisaient du foot avec moi justement et tout. Et du coup, là, j'ai un bon souvenir, mais c'est vrai que ça a marqué une rupture. Je me suis dit, Ouais. là, ça y est, ça déconne plus. On te donne règlement intérieur qu'il faut signer, signature des parents, machin chouette. Ensuite, il faut que tu aies fait ça pour le lendemain, que tu aies fait ça. S'il n'y a pas ça, et ben c'est pas bon, tu te prends un mot dans le carnet. Ça, les mots, c'est pareil, c'était une Ouais. nouveauté. Ouais, donc t'es là, tu fais bon, et ben c'est parti pour le collège quoi. Et mon collège, j'ai moyen apprécié, pas au niveau de moi, mais au niveau du collège. Parce que c'était, moi je considère que c'était une prison. On n'avait pas, Ouais. on pouvait pas s'habiller comme on voulait. Les filles n'avaient pas le droit de s'habiller avec, si on voyait leurs épaules, c'était pas bon. Et j'étais dans un collège public, hein. D'accord. Pas privé. Ok. Voilà, on n'avait pas le droit aux shorts. Enfin, Mhm. si on avait un short, il fallait pas croiser la gestionnaire. Ouais, d'accord. Parce que sinon, ouais, voilà, c'est mauvais quart d'heure. La gestionnaire qui avait un chien. On se demande comment il était encore vivant. Il marchait sans trois pattes, il pissait de partout. Enfin, j'étais là, je fais bon, bah, voilà. Même les profs se foutaient un peu de sa tête. Mais j'en garde quand même un bon souvenir parce que j'ai rencontré mes meilleurs potes maintenant, qui sont encore mes meilleurs potes maintenant. Et à part le fait que, bon, c'est sûr qu'on avait très peu de liberté. En soi, les professeurs étaient assez sympathiques, compatissants et ils nous aidaient bien pour la plupart. C'était quoi ton rapport à l'école? Enfin, tu Bah, te sentais comment dans le système scolaire en général? Moi, je me suis toujours senti à l'aise. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens que je côtoie, non. Euh, Moi, personnellement, ouais, jamais. J'allais pas au collège en me disant, je vais parler crûment, mais putain, ça me fait chier. Ouais. Je me suis jamais vraiment dit ça. Je me suis dit, bon, ok, il y a des jours où j'avais pas envie d'y aller, hein, c'est clair, mais je me suis jamais dit, bon, bah, je vais. Si je dois passer au lycée, enfin, je ferai pas de lycée, je vais faire un CAP et tout. Je me suis toujours dit, moi, c'est collège, lycée, machin, j'aime bien aller, j'aime bien le système, enfin, pas le système en soi, mais j'aime bien étudier, j'aime bien. Voilà, ça a jamais été un problème. Mmh. Vraiment. Et t'avais une idée déjà, dans le collège, t'avais une idée de ce que tu voulais faire après? Ouais, en fait, c'était un avantage et un inconvénient parce que du coup, quand tu rentres au collège et que tu sais ce que tu veux faire, donc moi, je voulais être ingénieur aérodynamicien. Donc, Mhm. voilà, c'était un délire quoi, Mhm. vraiment. Et l'avantage, c'est qu'on dit, ah, c'est super, du coup, tu sais à peu près ton parcours scolaire et tout. Ouais, l'inconvénient, c'est qu'on te remet jamais en question. Ouais. On te dit, tu veux faire ça, ok, vas-y. Et on te dit jamais, t'es sûr de toi, t'es sûr de ce que tu veux faire. Moi, là, j'ai jamais dit. Et que ça vienne du collège, de mes parents, du lycée. Moi, j'ai dit que je voulais faire ça. Mais au fond de moi, je me suis auto-persuadé. Je sais pas si ça existe comme mot, mais voilà. On te le- Et au final, j'ai plus fait le choix de la raison que du cœur parce que
quand j'étais au collège, au lycée, je faisais déjà des trucs un peu journalistiques. Je tenais un site pour mon club de foot. Voilà, des fois, j'organisais des mini-interviews, mais genre classiques, quoi. Des fois, je commentais des matchs à la télé, je coupais le son et je commentais le truc, mais c'est tout con comme truc. Mais ça, vraiment, ça, j'aimais bien. Et je me suis persuadé dans l'idée que plus tard, je voulais être ingénieur aérodynamicien. Parce que ça me plaît, et voilà. Mais c'était pas. Voilà. Et on m'a jamais dit est-ce que t'es sûr? Et si on m'avait dit est-ce que t'es sûr, peut-être que là j'aurais dit je sais pas. Sauf que du coup, on me l'a jamais dit et je me suis dit collège, j'ai dit je vais faire ça. 5ème, 4ème, 3ème. 3ème, tu vas faire quoi? Lycée en scientifique, ok. Terminale, première terminale, tu vas faire quoi? Ça, ok. On te fait passer, t'as les notes et tout. Et quand je suis arrivé en prépa, du coup, la tuile. Parce que je me suis rendu compte que je pense que j'avais peut-être le niveau pour continuer, mais je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui me plaisaient pas ou plus. Les mathématiques, j'ai toujours adoré le collège et à partir du lycée, c'est catastrophique, non, mais ça me plaisait plus du tout. Et ouais, après, c'est à partir de la prépa où c'était un peu trop tard. Enfin, trop tard, c'est jamais trop tard parce que tu vois, je suis là maintenant, mais où je me suis dit, peut-être que c'est pas ça que je voulais faire. Et peut-être que j'ai fait une erreur. Mais tu demandes à n'importe qui de mon entourage, tout le monde te dira oui, dès la 6ème, dès la 5ème, il savait ce qu'il voulait faire, mais on m'a jamais remis en question. Donc moi je me suis dit, ok, je vais faire ça. Voilà. Tu l'as sorti d'où cette idée? De devenir journaliste ou de devenir ingénieur? En fait, je voulais toujours la même chose, je voulais travailler dans le sport automobile et moi c'est quelque chose qui m'intriguait beaucoup. Comment on fait une voiture? Pourquoi on conçoit ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on ferait ça et pas ça? Et vu que j'aimais bien les sciences quand j'étais petit et tout, je me suis dit je veux faire un truc dans l'ingénierie, inventer des trucs ou concevoir, ou voilà, bref, plein de choses. Et aérodynamicien, alors là j'en ai vraiment aucune idée. Genre c'est un truc qui me plaît, mais j'aurais pu être ingénieur moteur, ingénieur châssis, mais je me suis concentré sur cette idée-là et ça me plaisait. Et je me suis dit pourquoi pas. Pourtant tu vois, je suis pas fan de. Quand on parle d'aérodynamique, on parle beaucoup des avions aussi. Je suis pas forcément fan d'avions. On parle un peu de tout. Tout est lié à l'aérodynamique dans les transports et tout, mais je me suis jamais vraiment intéressé. C'est vraiment que dans le sport automobile. Je me suis dit tiens c'est marrant ça et tout. Mais sinon à part ça. Je voulais être ingénieur. Et après, c'est aérodynamique, c'est venu au fil du temps avec ce que j'aime. Et avec le recul, tu penses que tu le faisais pour toi ou tu le faisais genre pour le prestige, pour tes parents? C'est la question que je me suis posée quand j'ai compris que j'avais peut-être pas fait la bonne décision. C'est la question que je me suis posée. Parce que au fond de moi, je voulais quand même réussir ces études-là. Et je me suis quand même posé la question, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais parce que tu as dit que tu voulais le faire et du coup tu veux le faire juste parce que tu as dit que tu voulais le faire. Et après quand je suis arrivé, donc quand j'ai compris que peut-être que j'avais fait une erreur, je me suis dit c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai peut-être plus fait le choix du cerveau, de la raison que du cœur. Et dans un sens, du coup, je me dis pas que j'ai perdu 2 ans de ma vie en prépa parce que il y a rien de perdu. J'ai connu des gens, j'ai appris plein de choses et tout. C'était vraiment bien. Mais je me dis que peut-être que cette question-là, j'aurais pu me la poser. J'aurais peut-être dû me la poser et peut-être que quelqu'un aurait pu aussi me la poser. Et j'y ai longtemps réfléchi à ça. Et je me suis dit peut-être que je faisais ça pas pour me faire plaisir moi, mais pour faire plaisir aux gens à qui j'ai dit que je voulais faire ça et qui étaient contents. Tout le monde disait c'est génial et tout, c'est ce que tu veux faire. En plus, quand t'es ingénieur en général, t'es plutôt bien payé, on va pas se le cacher. Comparé à journaliste, c'est un peu mieux. Du coup, après, il n'y a pas que la dimension financière là-dedans, mais tu fais quand même quoi. Bon, ça joue. Et donc, si on reprend le moment où tu as choisi ta formation d'ingénieur, c'était où? Enfin, genre, t'allais dans quoi en fait? Du coup, donc j'ai su que je voulais être ingénieur au collège et c'est au lycée où j'ai commencé à m'enseigner par rapport aux écoles. Je savais qu'il y avait une école très 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 chère qui s'appelle l'Estaca qui est à Laval et à Paris et je voulais aller là-dedans. Le problème c'est que moi je suis issu d'un milieu classe moyenne mais qui ne peut pas vraiment se permettre de payer 40 000 € sur 5 ans d'école.
Et après, au lycée, j'ai découvert une école publique, donc qui est à Nevers, qui s'appelle l'ISAT, l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Okay. Et du coup, je me suis dit, bon, bah ça va, c'est 150 € l'année contre 8000. Oui. Donc bon, le choix était vite vu. Puis Nevers, c'est beaucoup plus proche que Paris pour moi, qui vient de Vers-Macon. Ouais. Et du coup, j'ai décidé d'aller là-dedans, parce que c'était la seule école spécialisée dans l'automobile en France, qui l'est encore, enfin, en public, j'entends. Et c'est naturellement où je me suis dit, bon bah allez, c'est parti, on va faire celle-là. Et après, sinon, ça aurait été des prépas classiques, quoi, à Dijon, à Lyon. Ça m'aurait pas plu, ça, par contre. Parce que j'hésitais longtemps à faire une prépa. Les profs au lycée te poussent beaucoup à faire une prépa. Non pas seulement pour toi, mais aussi pour leurs statistiques. Ils vont te dire, bon bah tant d'élèves elle est en prépa, c'est très bien, l'année prochaine il faut qu'il y en ait plus. Et nous au lycée on nous a toujours parlé de chiffres, étonnamment. Je me suis dit, bon, il faut qu'il y ait tant de personnes qui passent leur bac et tout. Quand on était dans notre classe, il nous a dit, il faut que tout le monde ait son bac pour faire mieux que l'année dernière. Malheureusement ça a raté, il y en a un qui l'a pas eu, donc ils étaient un peu dégoûtés, mais bon, tant pis. Hein. Mais ouais. C'est venu naturellement comme ça. Et au lycée, on parlait beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup qui hésitaient entre un DUT, donc ce qu'on fait maintenant nous, et une prépa. Ils poussaient vraiment à aller en prépa. On disait oui, au moins essayez la prépa et tout. Alors oui, c'est difficile, mais si vous en sortez, vous aurez le prestige, machin. Ils arrivaient quand même à nous convaincre. Hein. Je vais pas te cacher. Moi, ils m'ont convaincu. Je fais ok, je vais tenter la prépa. Je savais pas si j'avais le niveau à l'époque. Après avoir fait 2 ans, je pense que j'aurais pu la finir, mais ça aurait été extrêmement compliqué. Je regrette pas d'avoir essayé, mais avec du recul, je pense que j'aurais peut-être mieux fait de faire un DUT directement. Ça m'aurait été peut-être provoqué moins d'emmerdes, vraiment. Mais pas de regret, comme je dis, pas de regret. C'était quoi les emmerdes ? Qu'est-ce qu'il y a de classique en prépa ? C'est difficile. La chance que j'ai eue, c'est que c'était une prépa intégrée. Du coup, comparé aux autres prépas en France, déjà on travaillait pas le samedi, on n'avait pas de colle, donc beaucoup moins de stress que d'accoutumé. On avait un emploi du temps qui n'était pas extrêmement chargé, donc ça allait. C'est juste que si tu travaillais pas régulièrement, c'était mort. Ouais. Et moi, c'est l'erreur que j'ai fait. Première année, début d'année, septembre-octobre, je me disais, oh ça va, c'est facile en fait, parce qu'on reprenait les bases et tout. Je sais pas, c'est facile. Puis quand t'arrives en novembre et que ça commence à. Là, ça y va, et t'es là, tu fais. Ok, j'étais peut-être pas prêt pour ça. Et du coup, voilà. Mon premier semestre, je l'avais déjà passé à la limite. Deuxième semestre, c'était compliqué et ça n'a pas passé. Voilà quoi. Et après, les emmerdes, c'est que, en prépa, surtout une prépa où il y a 95% de gars, voilà, donc c'est extrêmement masculin. Y a quand même s'il n'y a pas de classement, il y a quand même un peu de concurrence interne. Moi, là, je vois, j'ai des potes qui sont allés en 3e année, ils ont des projets à faire, et il y a des hiérarchies et de classes à peu près par rapport aux vœux que tu as fait pour les projets que tu veux participer. Et il y en a beaucoup qui se sont fait refuser d'entrer parce que le niveau était pas assez bon et tout, et parce que surtout aussi, il y en a qui les aimaient pas. Donc je les ai fait, non, eux ils passent pas. Et je me suis dit, moi ça m'aurait pas plu qu'on me dise non, tu passes pas, soit pour ton niveau, soit parce qu'on t'aime pas. Et c'est surtout ça, je pense que c'est à partir de là où je me suis dit, bon, c'est pas très cool, c'est pas très sympathique. Et ouais, donc, mais après les emmerdes, c'est un grand mot pour pas grand chose. Je pense que si quelqu'un qui travaille régulièrement et tout, qui travaille bien, mais qui a quand même un certain niveau, il y arrive. Pas facilement, mais il y arrive. Moi, le problème, c'est que j'y arrivais pas facilement, et au niveau du travail, j'ai eu une mauvaise organisation au début, je pense, et c'est pour ça que c'est pas passé. C'est à quel moment que tu t'es dit, ok, c'est peut-être. Enfin, que tu as commencé à douter ? Dès la rentrée, je pense. Je vais pas te cacher. Je suis arrivé, déjà, Nevers, je sais pas si t'es déjà allé une fois là-bas. C'est compliqué comme ville. J'essaye de défendre parce que j'ai habité là-bas 2 ans, et au final, quand on habite là-bas, on s'attache quand même à la ville, mais comparé par exemple juste déjà à Vichy, c'est pas ouf. C'est paumé pour y aller, c'est horrible. Donc du coup, quand t'arrives dans la ville et que la ville te plaît pas trop, bon, déjà ça te donne pas envie. Quand tu te dis que tu veux passer 5 ans dans cette même ville, tu fais ouais, ok.
Puis tu sais, c'est la première fois que tu quittes vraiment tes parents, que t'as ton propre appartement, t'as tes propres préoccupations et tout. C'est dur, le premier mois est dur. Je pense que toi, quand t'es arrivé à Vichy, et je pense que c'est le cas de tout le monde, c'était dur le 2 premiers mois parce que voilà, c'est la première fois que tu t'éloignes de ton domicile et tout. Et je comprends totalement, moi ça m'est arrivé il y a 2 ans. Là, tu vois, c'était plus facile parce que j'avais déjà l'habitude. Et du coup, j'ai commencé à douter. Déjà à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie de passer 5 ans dans cette ville? Mais ça, c'était par rapport à la ville, pas par rapport aux études. Donc je commence les études, je trouve ça simple. Mais il y a quelque chose qui me va pas, genre je me dis, je me sens pas à l'aise. Je me suis jamais vraiment senti à l'aise dans cette formation. Euh, je pourrais pas te dire pourquoi. Ouais, il y a peut-être plein de raisons et qui s'entremêlent et que je pourrais pas en sortir une plus que l'autre, tu vois. Le fait qu'on soit 90 par promo, le fait que bon, les profs du coup ils te connaissent pas, t'as pas un suivi vraiment personnel. Les profs eux, ils ont 5 promos, voire plus de 100 personnes. Eux ils vont pas chercher le problème que t'as toi, parce qu'ils ont pas le temps. Et surtout ils sont pas payés pour ça. Quand tu arrives dans les études supérieures en général, c'est toujours comme ça. Et je sais pas, plein de raisons qui ont fait que je me suis pas senti à l'aise et que très vite j'ai commencé à me dire il va falloir que tu t'accroches Coco, sinon ça va être difficile. Et le coup de grâce c'était à la fin de ma première année où on m'a dit bon bah tu passes pas, tu redoubles, et que j'avais prévu aucune solution pour. Et à ce moment là j'ai très très mal vécu le truc parce que déjà je m'y attendais pas de une, je pensais que ça allait le faire et ça la fout très mal. Ouais, en plein été, mi-juillet, t'es là, tu te reposes et tout. On te dit bon bah tu vas redoubler ton année. Ok, pour combien? Oh ben tu regarderas tes notes. 0,5 points en mathématiques qui me manquaient pour passer. Et là, je fais bon. Ouais, super. Et puis après tu penses à plein de trucs, tu te dis bon, j'avais emménagé avec 2 amis à moi pour une coloc qui eux sont passés et pas moi. Donc je me suis dit déjà ça va être une grosse emmerde ça. Horrible. Ensuite, tu te dis il faut apprendre une nouvelle promotion, donc 90 nouvelles personnes à connaître. Voilà. Ensuite, tu sais que tu vas devoir tout refaire, que tu as déjà fait, que tu avais galéré pour faire, et là, tu fais putain, fais chier quoi. Là, tu fais merde. Voilà. Et donc, pas fun du tout. Non, pas apprécié. Je mettrais pas une bonne note sur TripAdvisor, tu vois. Genre vraiment, pas une bonne expérience, vraiment. Ça a été quoi ton réflexe à ce moment-là? Tout de suite de chercher autre chose. Ouais. Dès le mois d'août. Et j'en ai parlé à mes parents dès le mois d'août. J'ai fait bon, je suis désolé, je vais vous dire ça. Parce qu'ils avaient jamais entendu avant que moi je voulais faire autre chose. Eux, ils pensaient sûr et certain que j'étais chaud pour faire ce que je voulais faire, ingénieur, machin. Et je leur ai dit tout de suite, mois d'août, juillet, août, je leur ai fait bon bah voilà, faut que je vous parle. Je pense que je vais vouloir partir. Et au début, ils ont fait ils ont pas vraiment compris du coup. Et je leur ai expliqué que voilà, je me sentais pas si à l'aise que ça. Parce que tu sais, en plus, quand tu emménages pour la première fois tout seul, t'as toujours envie de rassurer tes parents. C'est normal. Tu leur dis toujours ça va bien et tout, alors que des fois, c'est pas la déprime, mais bon, il y a des moments avec, des moments sans. Oui, voilà, exactement. Et du coup, je leur ai dit, en fait, je suis peut-être pas si à l'aise que ça, et je suis en train de me poser la question, est-ce que ça vaut le coup que je continue, en sachant qu'il y a des grandes chances que, au final, ça marche pas et qu'on me vire. J'avais peur de ça aussi, qu'on me vire, parce que le redoublement, c'était une chance qu'on t'accordait, qui était très rare. Enfin, c'était très rare qu'on t'accorde une chance de redoubler, déjà. Bon, j'avais déjà de la chance, entre guillemets. Et je leur ai dit, je préfère chercher autre chose. Je me donne l'année pour réfléchir. Et quand Parcoursup arrivera au mois de février-mars, là j'aurais fait ma décision. Et à l'intérieur de moi, j'étais quasiment sûr et certain que je voulais partir. Déjà au mois d'août. J'aurais dit ça pour pas leur dire oui, voilà, j'arrête tout du jour au lendemain parce que ça me fait chier et tout. Mais au fond de moi, je me suis dit, je vais peut-être pas rester. Ouais. Et j'ai bien fait. Je pense que là maintenant, je suis content. Ça sort d'où le journalisme? Comme je te disais tout à l'heure, c'est un truc naturel, genre j'aime bien commenter des trucs des fois et faire des petites analyses comme ça. Après c'est en général tourné sur le sport, mais je suis quelqu'un qui s'est toujours intéressé à l'actu. J'aime bien. Pareil, je pourrais pas te dire pourquoi j'aime bien. Juste voilà,
j'ai l'habitude de regarder le journal chez mes grands-parents. Et ça, c'est pas pour la démotivation, c'est vraiment un vrai truc. Genre vraiment, j'avais l'habitude, j'allais chez mes grands-parents et je prenais le Progrès, du coup, qui est le journal là-bas, et je le lisais. Je regardais les pages de mon village, du village d'à côté et tout. Je regardais les sports, je regardais même la bourse quand j'étais petit, alors que moi, tant que ça montait, j'étais content. Je sais pas pourquoi. Voilà, mais je voyais la bourse, je voyais plus 1%, je disais, ah, c'est trop bien. Me demande pas pourquoi pareil. Genre, il y a des fois, c'est inexpliqué. Hein. Aucune raison. Mais. Et je sais pas. Après, quand je m'ennuyais, des fois, j'écrivais des articles pour moi. Je les publiais pas, hein. C'était pour moi. Je me disais, ah, c'est cool de faire ça et tout. Je m'inventais aussi des histoires. Je me dis, est-ce que si je fais l'interview de mon héros d'enfance, comment ça se passerait, qu'est-ce que je lui poserais comme question. Donc j'avais une liste de questions que je pouvais éventuellement je poserais à ceux qui ont fait mon enfance et tout. Et voilà, c'est venu comme ça. Et après, plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'en fait, ce que tu aimes faire, faut vraiment en faire ton métier. Ouais. Et moi, j'ai jamais fait d'aérodynamisme, par exemple. Et je voulais en faire mon métier quand même. J'aimais ça, mais j'en ai jamais fait. Alors que du journalisme, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment du journalisme, hein, c'est vraiment, c'est plus genre de l'analyse et tout. Ben, j'aimais ça, et ça me prenait du temps quand même, mais j'aimais vraiment faire ça. Et c'est venu naturellement. J'aurais pu faire, par exemple, prof d'histoire, mais j'aurais pu faire plein de trucs qui m'auraient plu aussi, mais journaliste, c'était vraiment... Quand j'étais au lycée, j'ai vraiment hésité à faire soit S, soit ES par exemple aussi. Parce que ES, je savais que ça aurait été plus facile si je voulais aller par exemple faire professeur ou faire journaliste. Après, j'ai pris S parce que forcément j'étais dans cette lignée de devenir ingénieur et tout. Et voilà. C'est quoi qui t'a fait te rendre compte que c'était important que ta passion soit ton métier ? Tout de suite. Moi, on m'a dit, parce que ça vient surtout de ma mère qui. Elle fait un métier qu'elle n'aime pas, ça fait. Et elle a énormément de courage et c'est en cela que je la respecte, mais 1 milliard de fois. Parce que quand elle était jeune, elle détestait l'école, elle a redoublé plusieurs fois. Et elle m'a toujours dit, mon fils, comme dans les histoires, fiston, elle m'a dit, fais vraiment un métier que t'aimes. Ne regrette pas tes études. Parce qu'elle me dit tout le temps, moi, si j'avais eu l'opportunité de continuer mes études, bah j'aurais fait. Elle a tout de suite travaillé à ses 18 ans. Et elle a trouvé un travail qui de base devait être un intérim et tout, puis il s'est transformé en CDD, puis c'est devenu un CDI, et ce CDI ça fait plus de 25 ans que ça dure. Et elle déteste ce travail. Et moi je me dis, mais j'ai pas envie de faire un travail que j'aime pas pendant 25 ans. Pendant 25 ans, je me dis, j'ai même pas 25 ans, donc je me vois même pas, tu vois, je me vois même pas faire. Et du coup, tout de suite, je me suis dit, faut que je fasse un truc que j'aime. Pour moi, c'est inconcevable que je fasse un truc que j'aime pas. Genre vraiment. Je trouverai toujours une solution pour essayer de faire un truc que j'apprécie un minimum. Voilà. C'est comme ça. Je me vois pas travailler dans un fast-food parce que je déteste ça. Je me vois pas laver du linge H24 parce que ma mère travaille en blanchisserie et tout. J'ai fait des petits boulots en été et tout. Et juste un mois, mais c'est horrible. C'est horrible. Et voilà, je me vois pas faire quelque chose que j'aime pas de toute ma vie. Je me dis, je vais bosser pendant 40 ans, enfin 40 ans peut-être plus parce que maintenant que la retraite, on sait pas trop, on va pas parler de tir sur des sujets touchy. En plus c'est en plein dedans, donc bon. Mais je me vois pas faire un truc que j'aime pas, c'est tout. Voilà. C'est normal. Donc là tu vois, je me plais dans ma formation de journalisme. Plus tard, journaliste, peut-être que ça me plaira pas tant que ça. Au moins j'aurais essayé, mais si ça me plaît pas, bah je me dis ok, je me casse. Et j'essaie un autre truc. Je me dis, c'est jamais perdu. Après, c'est sûr que maintenant, c'est compliqué de trouver un autre boulot quand tu quittes un premier boulot, mais bon, il y a toujours des opportunités. C'est jamais perdu. Tout ce non, que tu fais, non, c'est jamais perdu en fait. Bah, c'est sûr. Et je me dis, au moins, j'aurais essayé. Voilà, la prépa, c'est pareil. J'ai essayé, j'ai raté, voilà, tant pis. C'est une erreur de parcours et ça arrive à tout le monde. Tu le vois comment aujourd'hui, le fait que tu sois pas arrivé La prépa ? Ouais. Je le vois bien et pas bien parce que je me dis si j'avais pas raté la prépa je serais pas là et je pense que depuis que je suis sorti du bac j'ai jamais été aussi heureux, ce qui est important, ce qui est bien. Et en soi je me suis dit quand même ça fait 2 ans où je suis un peu en galère mais bon maintenant c'est bien. Et je le vois pas bien parce que je me dis j'ai grillé une chance qu'on m'avait accordé parce que c'était une prépa qui était quand même assez sélective et je me dis ouais j'ai grillé la place de quelqu'un qui aurait pu y arriver, peut-être pas moi, du coup j'ai un peu de remords
Après, je me dis, tant pis, c'est pas grave, le gars il est pas allé, point. C'est pas trop un souci, je sais pas qui c'est, et voilà, on saura jamais. Mais on m'a accordé une chance, je l'ai raté, et bon, tant pis. C'est quoi ton rapport à l'échec en général? Bah, vu que j'avais beaucoup l'esprit de compétition, quand j'étais petit, je détestais perdre, mais ça pouvait aller dans tout. Genre vraiment, je pouvais faire je pouvais bouder pour des conneries, mais j'y pense, hein. Mais genre perdre au Monopoly, pour moi, c'était un truc de malade. Genre vraiment, pendant une semaine, je pouvais faire la gueule. Et c'était inconcevable. Et j'étais mauvais perdant, j'avais trop machin. Donc du coup, l'échec, bah, dès que je perdais, dès que je machin, tout de suite, je me disais, c'est ma faute, machin, je suis nul. Genre, je me rabaissais de ouf. C'est pas normal, je suis nul, machin chouette. Et j'ai jamais eu cette confiance en soi. D'ailleurs, encore aujourd'hui, quand j'échoue à quelque chose, ben, ça me fait toujours mal. Ça fait jamais du bien d'échouer, mais tu te dis toujours tu peux rebondir. Moi, je mets du temps après à me dire oui, tu peux rebondir à tout. Ça peut durer plusieurs semaines. Quand j'ai raté ma prépa, justement, la première année, tout le mois de juillet, tout le mois d'août, c'était dur. Hein. C'était vraiment dur. J'avais pas le. En plus, c'était en pleine Coupe du Monde de foot. Genre, vraiment, tout le monde s'amusait. Moi, j'étais là, je fais bon. Ouais, et en attendant, moi, je suis toujours dans la même galère. Mais mon rapport à l'échec, ouais, j'ai appris à vivre avec, disons. Parce qu'avant, je pouvais pas vivre. Si je me disais, t'as raté ça, c'était enfin, c'était vraiment la fin du monde. Et maintenant, je me dis, bon, bah, t'apprends. Voilà. Je pense que c'est en ça que j'ai un peu mûri. Surtout là-dedans. Ouais. C'est cool. Tiens, je me souviens, alors c'est con, hein, mais à la rentrée là, Poujon nous a dit un truc à un moment. Il nous a dit, souvenez-vous, fail, ça veut dire first attempt in learning. Bah, c'est ça. Et je l'ai noté, je me suis dit, Oui, mais non, ouais. mais tu vois, c'est des Ouais, inspirations en fait. de vie et t'y penses pas forcément. Puis après, quand on te le dit, tu fais ah ouais. Ouais. Tu fais ouais, c'est pas con. Mais ça vient pas forcément de soi Ça prend du et temps. c'est pour ça, oui, ça prend énormément de temps et c'est des épreuves comme ça qu'il faut surmonter et tu te dis ok, bon bah c'était pas cool, mais maintenant il y a plein d'opportunités qui te restent, aucune porte qui est fermée. Oui, puis le plus dur, c'est d'être indulgent avec soi-même. Bah c'est exactement ça. Parce que tu vois, comme je me suis dit, je me suis dit ouais, enfin je me disais souvent, t'es nul, t'y arriveras pas, de toute façon c'est ta faute, machin chouette. Et du coup j'avançais mais vers le bas, genre rabaissement et tout. Et au bout d'un moment tu te dis bah bon, à force de creuser, je vais peut-être finir par par toucher la pierre en bas et que je pourrais plus creuser, mais on se dit bon, faut quand même arrêter de se rabaisser et de dire ouais, voilà, c'est pas grave, ça arrive, c'est la vie, ça fait pas plaisir, loin de là, mais on peut toujours avancer, il y a toujours des solutions. Moi, j'ai pris un risque, c'est de tenter ma chance ici. J'étais déjà pas sûr d'être pris ici à Vichy. J'ai pris ce risque-là, j'ai réussi mon pari de venir ici avec 2 ans de retard, enfin 2 ans de plus que les autres et tout. 2 ans après mon bac, je me suis dit, est-ce que ça va passer? J'étais vraiment pas sûr. Il y avait combien? Il y avait 2000 demandes, je crois. Ouais, 1900, je crois. Ouais, Même, ouais. Et j'ai été dans les 50 sélectionnés comme toi. Donc tu vois, je me suis dit, bon bah j'ai bien fait de tenter ma chance. Mais si j'avais eu gardé cette mentalité de t'y arriveras pas, j'aurais pas tenté ma chance. Clairement. J'aurais fait, bon bah, soit je me tais et je continue la prépa qui me plaît pas, soit j'arrête la prépa et je pars dans un truc où je suis sûr d'y arriver. Une licence, ou je sais pas trop. Ouais. Mais j'aurais pas été heureux en licence. Ouais. Donc voilà. Ça t'a fait quoi le moment où t'as vu sur Parcoursup la formation? Parce que tu l'as découvert comment? Assez tard, en fait, je cherchais un truc journalisme mais moi je pensais pas que ça existait en fait, les DUT journalisme. Je pensais que c'était vraiment école de journalisme. Je connaissais quelqu'un qui est parti dans des écoles qui coûtaient extrêmement cher à Lyon. Et je connaissais pas, et c'est quelqu'un qui. Alors c'est comble du hasard parce que du coup, lors de ma prépa, ma deuxième année, j'avais beaucoup moins de cours. Et du coup, j'ai décidé de travailler. Je me suis dit, bon, quitte à avoir moins de cours et avoir un peu de temps pour soi, autant travailler. Et j'ai travaillé dans un Lidl pendant 8 mois. Et lors de ma première journée donc ma journée d'intégration, ils appelaient ça. En gros, c'était tirer un transpalette et suivre des PowerPoint pendant 8 heures. Et pendant ma journée de formation, j'ai rencontré il y avait une fille qui venait de Vichy. Donc moi, je lui avais expliqué ma situation et tout. Et elle m'avait dit, à Vichy, il y a un truc qui vient de se lancer, c'est un truc de journaliste. Je fais, ah bon?
Ouais, c'est dans un truc universitaire classique, un UT, enfin voilà, en UT et tout. Et je fais ok, bon bah je connaissais pas, et ça m'est resté, et quand je suis allé sur Parcoursup, je fais bah tiens, je vais chercher cette formation. Et là je fais bon bah ok, bah on va tenter et tout. Et après je me suis renseigné plus, je me suis dit ah ouais, ça va vraiment pas trop mal et tout. Et c'est pour ça que je l'avais mis dans les premiers, enfin bah non, il y avait plus de classement sur Parcoursup déjà. Bah, j'avais mis ce DUT là, et j'ai fait après le reste, si je vais pas à Vichy, j'irai pas ni à Lannion, donc qui est en Bretagne, ni à Cannes, parce que c'est à l'opposé de la France. Moi j'ai pas envie, voilà, j'aime bien quand même rester proche de chez moi. Genre Vichy c'est à 2 heures de route de chez moi, donc c'est très bien. Et du coup j'ai fait moi je tente ça ou rien, c'est ça ou rien. Si je suis pas pris, tant pis, je vais en licence. Ou je reste en prépa, mais j'avais pas trop envie. Et du coup j'ai découvert comme ça, j'ai même pas pu venir pour les journées portes ouvertes, donc c'était vraiment, j'y allais vraiment les yeux fermés. Genre vraiment, enfin les yeux fermés, non, plutôt à l'aveugle, c'est peut-être plus approprié. J'allais vraiment à l'aveugle en sachant pas vraiment comment ça allait marcher et tout. C'est seulement le moment des entretiens où j'ai appris vraiment comment ça allait fonctionner. Donc j'étais d'accord, bon ça me plaisait, donc c'était pas trop un problème. Et quand j'ai vu après sur Parcoursup j'étais accepté, alors c'était pas tout de suite du coup parce que j'étais sur la liste d'attente au tout début, mais au bout de 3 jours c'était bon. Gros soulagement, gros soulagement, parce que je me suis dit enfin peut-être que ça, y a un truc qui va changer, parce que ça faisait 2 ans que j'étais dans la même situation et ça me plaisait plus trop. Et là je me suis dit il y a peut-être quelque chose qui va changer, et gros soulagement. Je me suis dit enfin je vais pouvoir me libérer un petit peu peut-être, et au final c'est exactement ce qui s'est passé et je suis super content. Cool. Ça s'est passé comment quand t'as dit à tes parents que t'allais en DUT de journalisme? Bah, ils ont fini par accepter, par me soutenir. Genre, au début, ils comprenaient pas, ils étaient pas vraiment très contents parce que vraiment, ils se sont dit putain, prépa, c'est quand même cool et tout. C'est dur, mais il faut que tu t'accroches. Plus mon père que ma mère m'a dit ça. Mon père était plus réticent à ce que j'aille en DUT journalisme que ma mère. Ma mère a tout de suite dit ok, tu fais ce que tu veux, fais ce qui te plaît. Il faut que tu sois heureux, tout simplement. Va pas t'embêter à quelque chose qui te plaît plus. Mon père était là plus t'es sûr parce que la prépa c'est vraiment bien, tu nous as toujours dit machin chouette et tout. Du coup il était un peu moins compréhensif, mais après une fois que j'étais accepté ils étaient contents pour moi. Ils ont fait bon bah fais ce que tu veux, t'es grand, t'as 20 ans maintenant, donc, voilà. Après au bout d'un moment, quand ça fait 2 ans que tu vis plus trop avec tes parents, déjà tu te détaches un petit peu, du coup tu peux prendre tes propres décisions. C'est sûr que ça c'est une décision qui est pas du tac au tac, ça a été longuement réfléchi, j'en ai parlé plusieurs fois à mes parents avant, mais au final la décision finale elle revenait à moi, donc même si t'étais pas d'accord je serais quand même venu. Mais au final tu vois, je leur dis quand je les appelle les soirs, je fais je suis super content, tout se passe bien, mes notes c'est pas trop mal pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant, mais ouais, pour l'instant tout se passe bien. Pourquoi ton père plus dur que ta mère à ton avis? Parce que déjà on a une relation un peu spéciale avec mon père, parce que pendant plusieurs années on s'est vu très peu. Donc après le divorce, juste pendant 2-3 ans, j'ai refusé d'aller vivre parce que c'était une alternance sur un week-end sur 2, et je refusais catégoriquement d'aller là-bas parce que ça me plaisait pas. Je vais rester poli parce que parce que vraiment je peux dire des mots un peu méchants, ça me plaisait pas. Et puis surtout qu'il habitait déjà un peu plus loin, il y avait une demi-heure de voiture à faire à chaque fois, genre vraiment flemme quoi, genre vraiment. Et pendant 2 ans du coup on s'est très très peu vu. Et après du coup il a redéménagé, il est revenu dans le village à côté de chez moi, donc c'était déjà plus simple, je le voyais un peu plus. Mais du coup il y a un truc qui s'est cassé, mais qui s'est jamais vraiment reconstruit. Moi je l'aime bien mon père, mais c'est plus comme c'était quand j'étais petit. Parce que je sais ce qu'il a fait, je sais ce qu'il a dit sur plein de gens et sur moi. Du coup ça c'est, ouais, il y a des trucs que j'ai même préféré oublier. Genre je pense qu'il y a des trucs qui sont passés que même moi je m'en souviens plus, alors que je sais qu'il y a plein de trucs qui sont passés et que j'ai vraiment pas apprécié. En plus quand t'es à cet âge là de 13-14 ans, c'est période ado un peu difficile. Bon moi j'ai jamais eu cette période vraiment très difficile avec mes parents, je crois. Enfin ça faudrait leur demander, mais je pense que non. Mais il y a un truc qui s'est cassé, et du coup à chaque fois il est plus réticent que ma mère, mais du coup moi en contrepartie je prends peut-être moins en compte son avis aussi. Donc bon, après c'est histoire de famille, quand c'est comme ça, après on cherche même plus à comprendre des fois. Ouais. On compose avec en fait. On compose avec, ouais,
Ouais, voilà. Maintenant, il fait sa vie avec une autre femme. Moi, je le vois de temps en temps parce qu'il habite pas très loin. Donc, quand il vient chercher ma soeur, parce que ma soeur va toujours là-bas pour les week-ends, moi non, du coup. Je le vois, je lui dis bonjour, je le vois de temps en temps, mais je le vois pas autant que j'aimerais. Et aussi, des fois, je regrette de pas le voir assez souvent aussi. Genre, il y a plein de fois, je me suis dit, j'ai peut-être raté des étapes de ma vie qu'on fait généralement entre un fils et son père et tout, et j'ai pas vécu ça, et bon, des fois je me dis, ah, c'est pas cool. Je me suis dit, bon, voilà quoi. Mais on fait avec, on apprend à vivre avec, et puis on fait comme on peut. De toute façon, on n'est pas obligé. Sinon, Qu'est-ce que t'aurais aimé faire avec ton père? je sais pas, quand je faisais du foot, ça a changé parce qu'après il m'emmenait plus, alors que c'était vraiment un moment à chaque fois. C'est con à dire, mais genre c'était vraiment le moment du week-end que j'attendais vraiment pour passer avec mon père. C'est pas comment dire, les rituels c'est important. Oui, c'est ça, mais c'est des choses anodines mais qui comptent au fond. Hmm. Et moi, les week-ends, j'adorais ça parce qu'on faisait plein de trucs et tout. Euh, Et peut-être que quand j'étais ado, on aurait pu faire des trucs un peu plus de grands, parce qu'on n'a jamais fait des trucs de grands ensemble. J'aurais kiffé, par exemple, aller à des concerts. Je sais que mon père adore le métal et tout, moi j'aime bien aussi. Et peut-être qu'on aurait été faire des concerts. Je sais pas, moi il sait que j'aime bien faire du karting, faire des trucs de pilotage et tout. On aurait pu le faire ensemble aussi. Plein de trucs. Et je me dis, bon, au final on n'y a pas fait. Est-ce que ça compte? Au fond de moi, oui. Est-ce que ça compte vraiment? J'aurais bien aimé le faire, mais de toute façon maintenant c'est passé. Voilà, on a une relation, on a une bonne relation, mais ça sera jamais comme avant quand j'étais petit, quoi. Petit, quoi. Ouais. Ça s'est passé comment toi, le passage enfance-adolescence? Brutal, hein, du coup, parce que moi même au collège, pour moi j'étais encore un enfant. Sixième, cinquième, comme je disais, je faisais le pitre et tout, genre je voulais faire marrer les gens et tout, et ça me plaisait, j'étais heureux avec ça. Et du coup, pour moi, mon vrai passage à l'adolescence, c'était tard, du coup, c'était justement à cette période-là, genre quatrième. Parce que la quatrième, déjà, ça avait mal commencé parce que il y avait des profs que je n'aimais pas, mais c'est pareil, là, c'est des trucs un peu stupides d'adolescent où tu dis, ouais, celui-là, je n'aime pas, du coup, ça va être nul. Genre, une classe avec qui, heureusement qu'il y avait mes deux meilleurs amis, parce que sinon, le reste, je ne m'entendais pas très bien avec eux. Et du coup, j'avais pas trop le feeling, le bon feeling, alors vraiment. Et après, il y a eu donc l'épisode où mes parents se séparent et tout, et c'est là où je suis passé de enfant à adolescent, et même c'était plus qu'adolescent. C'était déjà, je pense que j'avais déjà mis un pas dans le truc adulte, alors que j'avais que 14 ans, mais j'ai pas eu cette période adolescent où je pouvais faire un peu, où j'étais rebelle. Bah, c'est un peu un cliché, mais genre, tu vois, j'avais pas envie de me rebeller, ouais, où j'avais pas envie de faire plein de trucs, tu vois, nuls et tout. Et je suis passé direct de l'enfance à pré-adulte. L'adolescence, ouais, ça a été très court. Et je m'en suis même pas rendu compte, en fait, je pense, que j'étais adolescent. Quand t'arrives au lycée, après, tu te considères déjà un peu comme un adulte. Parce que c'est les grands, c'est les machins. Et du coup, ouais, quatrième, troisième, ça aurait été peut-être seulement là ma période d'adolescence et encore. Et je l'ai pas vu. Ça a été, donc du coup, ça a été très rapide ce changement, je pense. Et c'était quoi ton rapport à toi-même pendant cette période-là? Ben, moi, je faisais avec parce que ça tout dépendait pas de moi. J'essayais d'évoluer avec les gens, mais bon, quand les gens changent en général, c'est faut mieux que tu restes toi-même parce que si tout le monde change, après c'est un bordel pas possible. Et je sais pas, je me suis pas senti bien, vraiment pas bien du tout. J'étais mal dans ma peau à partir de la quatrième justement, jusqu'en fin de troisième. Hein, il a fallu que je passe mon brevet, que je réussisse quelque chose pour me dire en fait ça va, tu vois. Et quatrième, troisième, j'étais pas bien de ouf. Et par contre, là où je suis fier de moi, c'est que malgré les difficultés ou que mes parents soient divorcés dans des conditions assez difficiles et tout, j'ai réussi à comment dire, à gérer la situation. Je me suis pas, il n'y a jamais un moment où j'ai dit
Par exemple, mon père avait peur que je fugue. Genre vraiment, c'est arrivé à ce point-là. Quand j'étais, parce que les premiers temps, j'allais quand même chez lui, donc c'est chez sa nouvelle copine, il avait peur que je fugue, vraiment. Et, ça m'est jamais venu à l'idée. Je me suis jamais dit, ouais, non. C'est pas un truc que je pour aller où. J'avais mon vélo, dehors il faisait 10 degrés, j'allais pas faire du vélo à 10 degrés, enfin voilà quoi. Mais, et puis, ma mère a été malade à ce moment-là, elle a fait un burn-out. Du coup, j'ai dû gérer ma soeur un peu seule. Ma soeur qui avait 8 ans, et du coup, c'était pas facile pour elle non plus, mais j'étais fier de moi parce que j'ai quand même réussi à tout gérer. À- et puis l'aspect et famille et étudiant, parce que je pense que la quatrième, c'est là où j'ai eu les meilleures notes de ma vie. Parce que j'avais que ça à faire. Enfin, que ça à faire. Non, j'avais non mais, non mais du coup ça me permettait de penser à autre chose. Et du coup j'ai jamais autant travaillé qu'à ce moment-là. Même en prépa, non si en prépa quand même si. Mais du coup le fait de travailler ça me faisait oublier totalement les problèmes et tout. Et je pense que j'avais 18-19 de moyenne en quatrième. Genre vraiment c'était hallucinant. Je ressors mes bulletins des fois je fais putain quand même pas mal pas mal le gars de Joe. Mais ouais ça me permettait d'oublier et de du coup, voilà, j'ai quand même bien réussi la transition, mais au fond de moi, je me disais, je fais beaucoup de choses pour tout le monde, et en échange, j'ai pas grand chose. Il y a peu de gens qui faisaient des trucs pour moi. Heureusement que j'avais mes amis aussi qui étaient là pour m'aider, on se voyait souvent et c'était cool. Et ouais. En plus, un de mes meilleurs potes à ce moment-là aussi avait une maladie, donc voilà. Non, mais tout 2013, l'année 2013 pour moi, du début à la fin, ça a été une catastrophe, genre vraiment, tout du long. Jamais une année comme 2013, parce que vraiment, genre plus jamais. Là, voilà, fini. Genre, j'ai eu ma dose à cette année-là, j'ai eu un karma négatif fois 1000. C'est bon, voilà, j'ai eu pour au moins une décennie, donc j'attends 2023. Je me dis, oula, pas intérêt que ça me fasse chier, parce que. Mais non, ouais, c'était pas une période facile. Mais quand je suis arrivé en seconde, après, du coup, on sortait de collège, on se sentait plus libéré. On rencontre de nouvelles personnes qui deviennent tes amis et tout, et ça soulage. Parce qu'il fallait que je change d'air un peu, il fallait que je rencontre de nouvelles personnes et tout, et la seconde m'a fait vraiment du bien. Ouais. C'était quoi tes moyens de libérer la pression à ce moment-là? Bah, c'était mon ordinateur, je pense, qui m'a beaucoup servi à cette époque-là. Le fait de faire beaucoup de foot aussi. Du coup, j'essayais par tous les moyens d'en faire le maximum, mais c'était pas évident. Et c'était toujours, ça a toujours été mon repère pour me détendre. Mais à ce moment-là, ce que j'aimais pas trop, c'est que je devenais un petit peu violent sur le terrain. Du coup, enfin, ça a pas duré longtemps, mais je m'en rendais compte. Je me disais, ça m'énervait tellement ce qui se passait à côté que j'avais tellement besoin de me défouler, j'en devenais violent. Et à cette époque-là, j'étais capitaine de mon équipe et tout, et on m'a dit, bon bah, on va devoir te retirer le brassard parce que tu as plus un comportement et tout. Et c'est là où j'ai compris que peut-être que bon, j'avais un peu dépassé les bandes. Je fais ok, et après je me suis calmé. Mais c'était le sport, le fait d'être sur mon ordinateur, genre j'écoutais de la musique, je jouais à des jeux, je faisais plein de trucs, j'écrivais du coup aussi, et ça me détendait parce que ça me faisait oublier, ça me faisait voilà, je me concentrais sur autre chose plutôt que ça, et c'est pas défouler, c'est vraiment oublier plus qu'autre chose. Est-ce que t'avais vu un psy ou un médecin Non. à ce moment-là? Non, parce que même si on me l'avait proposé, j'aurais dit non, parce que à l'époque, j'étais pas quelqu'un je parlais très peu de mes sentiments à moi. Je m'occupais beaucoup des sentiments des autres, mais moi, j'avais pas vraiment envie d'en parler. Et j'en parlais que peut-être à mes meilleurs amis. J'en parlais même pas à ma mère et à mon père. Genre, il y a des fois où je me sentais vraiment mal et je le disais pas, quoi. Je le disais vraiment qu'à mes deux meilleurs amis. Et j'étais là, je suis là, mais c'est pas ouf, quoi. Et non, puis pareil, comme je t'ai dit, on vient d'un milieu qui est pas financièrement aisé. Du coup, payer un psy pour ça, j'aurais préféré que ma mère fasse autre chose, cet argent si elle m'avait payé un psy. Genre, clairement. Aujourd'hui, on te le proposerait, Je pense que ouais, maintenant que j'ai mûri et que j'ai ma parole qui s'est un peu libérée, je pense que je parle, bah tu vois, là je parle beaucoup, genre vraiment. Mais avec la maturité, je me dis, bah pourquoi pas. Éventuellement, si on me le pose là, ouais.
Après, oui, vu que je sais pas comment ça fonctionne, ces trucs comme ça, donc pourquoi pas pour essayer, mais ça, pour l'instant, là, en ce moment même, j'en aurais pas vraiment besoin, mais pourquoi pas. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu en as reparlé à tes parents de ce moment-là où tu gérais beaucoup de choses en fait? Enfin, est-ce que tu en Plein as... de fois. Ouais. Plein de fois. Surtout à ma mère, plus qu'à mon père. Mon père, au final, pas tant que ça. Parce que je sais. Enfin, si je commence à en parler à mon père, je pense que je peux très vite m'énerver. À ma mère, plein de fois. Et ma mère, elle me redit à chaque fois merci parce qu'elle, elle pouvait pas gérer tout ça. Et c'est une période très compliquée parce que. Ouais. Burnout, elle s'est mise à fumer alors que genre vraiment elle était contre totalement avant et tout. Il y a plein de trucs. J'avais même peur qu'à un moment donné que c'est triste à dire mais enfin voilà quoi. Et elle m'en a reparlé plein de fois, plein de fois et à chaque fois elle me dit merci mais je lui fais c'est normal, t'as toujours été là pour nous donc à un moment donné si t'es plus là pour nous il faut bien qu'on te rende l'appareil et tout. Et oui on en a parlé pas mal de fois, avec mon père beaucoup moins. Parce que déjà on n'a plus eu l'occasion vraiment d'en parler. Et ouais, j'ai pas forcément envie d'en parler non plus. Alors qu'avec ma mère, si, beaucoup plus. Et avec ma soeur aussi, surtout. Parce que ma soeur, je sais pas, jamais vraiment su comment elle s'est sentie à ce moment-là. À 8 ans, tu te rends pas vraiment forcément compte de ce qui se passe et tout. C'est après où c'est plus difficile, où tu te rends compte des choses. Genre, quand elle est arrivée au collège, je sentis qu'il y avait. Donc, je lui avais demandé, je lui demandais et tout. Et bon, au final, ça se passait plutôt pas trop mal, mais je savais que ça l'embêtait aussi, par exemple, d'aller tous les week-ends chez quelqu'un qu'elle aimait pas forcément et tout. Donc, voilà quoi. Non, mais ça aide de parler forcément à quelqu'un qui est encore, enfin, qui est pas extérieur, mais qui a un autre point de vue, qui est donc ma soeur et tout. Et là-dessus, heureusement que j'avais ma soeur, parce que si j'étais tout seul, je pense que j'aurais craqué à un moment donné. Et tout ce que je faisais pour aider ma mère, je le faisais aussi surtout pour aider ma soeur. Parce que à 8 ans, tu sais pas te gérer encore toi-même, il faut savoir te gérer et tout. Et jusqu'à l'arrivée du collège, tu sais pas vraiment te gérer toi-même. Après, 6ème, 5ème, ça commence à venir, mais c'est encore compliqué quoi. Donc je le faisais surtout pour elle, pour qu'elle se sente bien et tout. Cool. C'était quoi ton rapport à ton corps à ce moment-là? Et enfin, c'était quoi l'évolution? Alors, faut savoir que j'ai de gros soucis avec ma vision de mon corps, moi. Parce que je me suis toujours trouvé. Disons que je suis plus visible que la moyenne depuis tout petit. J'aime bien utiliser cette expression. Non, mais disons que j'ai toujours été un peu en surpoids. Enfin, quand je faisais du foot, ça allait encore. Mais depuis que j'ai arrêté, parce que c'est pas que j'ai arrêté, mais c'est que je peux plus avec mes genoux, j'ai repris un peu. Et à ce moment-là, tu veux dire au collège, au lycée? Au collège, ce qui était difficile, c'est que j'avais beaucoup d'acné et j'assumais pas trop. Et ça me faisait. Enfin, j'aimais pas trop ça. Enfin, surtout en genre 6ème, 5ème. Après, ça s'est un peu calmé. Et à la suite de la séparation de mes parents, j'ai perdu. En un mois, j'ai perdu 5 kilos. Et j'étais blanc, genre vraiment blanc. L'été juste après donc la séparation, je sortais plus de ma chambre et tout. J'avais encore reperdu du poids. J'avais jamais été aussi mince et tout de ma vie. Et j'étais blanc et genre je sortais pas, je prenais pas le soleil, j'étais vraiment blanc. Et du coup, je me suis jamais vraiment apprécié. Après, ça a été mieux et ça a été même un peu trop mieux parce que du coup, je me suis mis à beaucoup manger. Parce que j'aime ça. Et là, ça fait depuis la première où j'ai à peu près le même physique qu'aujourd'hui. Et j'aime pas mon corps, mais je me dis quand même, c'est pas si mal que ça au final. Voilà. Pourquoi on peut faire mieux, mais. Pourquoi t'aimes pas ton corps? Je sais pas, il y a plein de défauts. Il y a plein de défauts, non, mais. Je sais pas, je pense que je suis un peu en surpoids, j'aime pas trop ma tête, j'aime pas mon nez par exemple. Genre mon nez je le trouve moche. Mais je sais pas, j'aime bien mes bras par exemple, je sais pas, c'est déjà bien. Mais non, je sais pas, mais c'est pas psychologique, c'est vraiment anatomique, voilà. J'aimerais bien avoir un peu plus taillé, un peu plus. Voilà. Après, il faut que j'y travaille. Je pense que là-dessus, c'est plus ça. Faut que ça vienne de moi, pas d'un événement ou quoi que ce soit. Ok. Voilà. Mais quand tu te mets face à un miroir, comment tu te sens?
Bah, le miroir fait la gueule. Euh, Non, mais par rapport à la fin de collège, début de lycée où vraiment je m'acceptais pas, je pense que j'ai quand même vachement évolué. J'ai appris à m'accepter comme je suis. Ça fait très bateau comme phrase. Non, pas du tout. Euh, j'ai appris à m'accepter comme je suis. Évidemment, il y a des choses encore que je n'apprécie guère, disons. Mais je me dis, oui. Je me dis, il y a plein de choses. Il y a des gens qui ont peut-être pas aussi. Genre, après, toujours dans la même optique de comparaison. Là, je me dis, il y a des gens, ils ont peut-être des maladies, des malformations et tout. Et je vois pas en quoi je serais critique de mon propre corps. Moi, j'ai aucune maladie quasiment. Que ça soit physique ou et tout, aucun handicap, donc je vais vraiment pas me plaindre parce que je suis en surpoids un petit peu ou quoi que ce soit, donc la vérité, normalement je me suis... Ça demande du temps en plus, hein, d'être en accord avec son enveloppe corporelle, c'est super Bah c'est ça, long, surtout quoi. que, bah carrément, puis quand tu sors de l'adolescence, bah, ton corps change beaucoup. Euh, Moi je sais que par exemple, quand j'ai eu mes premiers... Enfin ma barbe qui commençait à naître et tout, j'étais là, je fais bah non, c'est pas possible. J'avais 13 ans, j'étais là, je fais non, non. Du coup, je la rasais même pas, mais je m'épilais tellement c'était voilà. Et j'étais là, non, c'est pas possible. Et puis après, tu sais, avec pareil, l'acné qui arrive, tu fais putain, voilà quoi, c'est pas beau. Euh, Tu fais ouais, t'as plein de choses qui changent. Bon, t'es là, tu fais bon, ok, pas forcément bien, mais il y a des trucs qui passent bien aussi. Euh, voilà, mais c'est sûr que entre 13 et 16-17 ans, j'ai eu du mal et à partir ouais, de seconde première, j'ai vraiment commencé à me dire bon, ça va, c'est pas si mal que ça. Faut vraiment que tu apprennes à t'accepter. Et je suis encore dans cette optique-là parce que je le dis à certains gens, enfin à certains gens, ça se dit pas, à certaines personnes, mais que j'aime pas trop mon corps au niveau de mon poids par exemple, mais c'est moins violent que ça a pu être, que ça a pu l'être à une époque. Il te manquait quoi à cette époque-là? Est-ce qu'il y a un soutien ou une aide qui t'aurait manqué, genre qu'on te dise un truc? Pas forcément parce que quand on parle du corps de soi, je pense que ça doit venir de la personne. Les changements doivent venir de la personne. C'est sûr que c'est toujours mieux si on se fait motiver par quelqu'un d'autre et tout, mais s'il y a juste ça et que la personne n'est pas motivée pour changer, et ben elle changera pas. Et moi je pense que j'ai jamais eu cette motivation pour changer. Je voulais changer, mais j'ai jamais eu ni l'occasion, ni vraiment la motivation pour y aller. J'ai tenté plein de fois de me dire allez je me remets au sport, je mange mieux et tout. Ça a duré 2 semaines et au bout de 2 semaines je fais bon, un petit tacos de temps en temps, ça fait pas de mal. Et puis au final, le tacos qui se transforme en marathon de fast-food pendant toute la semaine. Bon, t'es là, tu fais bon, ok, peut-être que j'ai un peu déconné. Mais non, une aide extérieure, bah, je l'aurais prise volontiers, mais C'était pas suffisant. c'était pas suffisant. Et surtout que je pense que ça doit venir de la personne. Je suis convaincu que moi, si un jour je me dis vraiment, voilà, il faut que je change et tout, ça peut venir que, ça peut être que moi. Je suis maître de mon corps et personne d'autre ne l'est. Et du coup, si je veux changer, c'est de ma décision, de ma motivation, de voilà. Mais comme je dis, c'est sûr que l'aide de quelqu'un c'est forcément mieux, mais ça doit venir de la personne pour moi. Si là tu rentrais dans une pièce et que tu voyais le petit Dorian de 3-4 ans avec sa cousine sur un tricycle et sa grand-mère, tu lui dirais quoi? Oh, plein de choses. Déjà, je lui donnerai les résultats du loto. Sûr et certain. Non, je lui dirais. Plus sérieusement, je lui dirais peut-être. Allez, déjà, sûr et certain, je lui dirais de parler plus à n'importe qui. Parce que jusqu'en seconde, première, je gardais tout pour moi. Si ça allait pas, je le gardais. Voilà. Si j'aimais bien quelqu'un, si j'étais amoureux de quelqu'un, je le disais pas. Genre vraiment, je le gardais. Donc je lui dirais, parle. Arrête de faire le con des fois et dis les trucs si ça a vraiment sur le cœur. Déjà ça. De deux, de jamais regretter ses choix. Parce que à des moments donnés, genre je regrettais vraiment tout ce que je faisais et avec du recul, je me dis bah non, t'as bien fait, genre c'est ce que tu voulais faire, t'as fait ça, voilà. Quand j'ai choisi la prépa, en aucun moment j'avais regretté. Évidemment, j'ai des remords de pas avoir réussi et tout,
Mais c'était mon choix, je voulais le faire, je voulais essayer, j'ai pas réussi, voilà, tant pis. Mais il faut pas que je regrette d'avoir essayé. Qu'est-ce que je lui dirais encore? Je lui dirais fais attention à cet élastique fluo quand t'es au CP, pas te prendre la tête parce que voilà, ça fait mal quand même. 5 points de suture. Enfin, surtout, voilà. Je lui dirais. Qu'est-ce que je lui dirais? Essayer d'avoir une garde-robe mieux aussi. Parce que tu sais, j'avais les. Alors, on aimait bien aller chez Tati et tout, mais j'avais des trucs un peu caporal, un peu moches là. Quand je regarde mes photos de quand je suis petit, oh là là. C'est méga dur. En plus, mon père, lui, il connaissait pas le mot coiffeur. Il prenait la tondeuse et comme à l'armée, genre vraiment la boule à zéro. Hein. Donc voilà. Mais après, je lui dirais, continue, enfin profite d'être un gosse déjà. Voilà, à ce moment-là, parce que quand la réalité de la vie arrive, ça tape. Et je lui dirais aussi, garde toujours en toi l'esprit enfant. Voilà, même quand tu seras adulte. Là maintenant, moi je suis content parce que ça m'arrive de faire le con comme j'étais petit, quoi. Et j'ai pas envie de perdre ça parce que je me dis, si le monde est trop sérieux, à quoi ça sert de vivre? Parce que c'est même plus marrant. On est là pour se marrer avant tout, normalement. Les gens qui prennent tout au sérieux, ça m'énerve, genre à un point, t'imagines même pas. Donc faut qu'on reste cool. Voilà, et après à ce Dorian-là, je lui ferai un check. Comme dans Brise de Nice. Je sais pas trop avec le truc, la vague là. Voilà. Tu disais parler, t'en es où sur le fait de parler aux autres? J'en suis que grâce. Alors, il y a un bon truc. Genre, j'ai jamais été fan des réseaux sociaux. Mais grâce à ça, genre vraiment, ça m'a vraiment permis de parler plus. Et du coup de dire forcément des choses que j'ai peut-être pas envie de dire en face et de le dire par message c'est peut-être plus facile, c'est lâche. Non. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. On va pas se cacher qu'il y a des moments où c'est un peu lâche de dire un truc par message. Il y a des trucs que j'ai pas osé dire en face que je dis par message et juste ça libère un poids fou. Et maintenant j'essaie de transposer ce que je peux dire, enfin ce que je peux essayer d'être aussi libre sur les réseaux sociaux que dans la vraie vie. Genre maintenant, de toute façon, au pire, aussi il y a l'image des autres l'image des autres par rapport à moi. J'ai toujours été très soucieux de savoir ce que les gens pensaient de moi et je voulais avoir l'image la plus lissée possible. Et maintenant, je me dis, qu'est-ce qu'on s'en fout? Les gens ils pensent bien ce qu'ils veulent de toi, de moi, voilà. Tout le monde aura ses préjugés, personne sera 100% content par rapport à ce que tu fais et tout. Donc t'es là, tu fais ouais. On s'en fout quoi, voilà maintenant il faut accepter, les gens ils critiquent pas, ils t'aiment pas, ils sont hypocrites ou pas, maintenant on a vu des belles et des pas mûrs quoi. Donc voilà, j'ai appris à faire ça aussi. Et du coup au niveau de la parole je pense que je suis beaucoup plus libéré que quand j'étais ado. Ouais. C'est cool. C'est vraiment cool. Si il y avait genre une chanson, un film, n'importe quoi, qui te rappelle ça, tous les conseils que tu te donnes, ce serait quoi? Qui rappelle tous les conseils. Enfin, ou un truc général. Ouais, alors j'ai pas de culture cinématographique ni. Enfin musicale si, mais oh là là. À la tuile. Celle-là j'aurais pu la préparer par contre, tu vois. Genre vraiment. Je sais pas, un film qui se prendrait pas au sérieux. Genre. C'est pas un film con. Wayne's World. Qui est un film que j'adorais que regarder avec mon père et que j'aime toujours autant regarder et tout, plein de références et tout. C'est un film débile, genre vraiment débile, mais qui me fait tellement marrer. Bah, OSS 117, évidemment, j'en parle tout le temps, bon, forcément, mais c'est pas. Le film, en fait, c'est pas vraiment représentatif de ce que je veux dire, c'est plus dans la vie, il faut pas se prendre au sérieux, il faut rester cool. Mais en même temps, il faut toujours aussi avoir cette part d'intelligence qui fait que, bon, la vie, c'est pas non plus que de la rigolade, il faut quand même faire des trucs sérieux dans la vie, mais c'est pas que ça. Donc voilà. Et une chanson, après une chanson. T'as besoin de manger toutes les cases. Les sardines de Patrick Sébastien. Très bien. Comme ça, voilà. Pas sérieux du tout. Et bah écoute, merci beaucoup. Ah bah merci à toi, c'était vraiment sympa. Bah ouais. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. En attendant le nouvel épisode,
Je t'invite à aller suivre le Canap sur toutes les plateformes de podcast sur lesquelles il est disponible, ainsi que sur YouTube et Instagram. Je te retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.